Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025. Je vais commencer par vous envoyer tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera douce, enrichissante, épanouissante et pleine de nouvelles aventures en tout cas. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer de faire le bilan de l'année 2024, de vous partager le mien. J'avais envie de faire cet épisode avant la fin de l'année et le préparer avant les vacances pour le sortir justement pendant les vacances et avant la clôture officielle de cette année. Mais ça n'est pas rentré dans l'emploi du temps et puis quand je vous parlerai justement de comment j'ai vécu le bilan, l'année dernière, dans quelles conditions, j'avais pas du tout envie de recommencer, comme ça cette année. Donc je me suis laissé plus de temps et je le termine là, donc au 2 janvier, au jour où j'enregistre cet épisode. Ça sera donc mon premier épisode de 2025. Alors c'est vrai que l'année dernière, j'avais fait un épisode, c'est l'épisode 14 je crois, qui était sur les objectifs de début d'année. L'année dernière, c'était, quelque chose sur lequel j'avais passé beaucoup de temps, de définir mes objectifs. Je l'avais fait, notamment avec mes amis de mon groupe, mastermind, on l'avait fait ensemble. On y avait passé beaucoup de temps et ça avait été très apprenant, pour moi. Et suite à ça, j'en avais fait un épisode, de podcast et vous avez été, nombreux à l'écouter et à me faire des retours, parce que ça vous avait beaucoup, apporté en fait, sur cette façon de définir les objectifs. J'avais envie de faire en parallèle l'épisode, sur, l'exercice, du bilan. C'est vrai que faire son bilan, c'est quelque chose qui me tient, vraiment à cœur, mais finalement ça fait pas tant de ça, d'années que je le fais, je dirais une petite dizaine d'années, mais bon, à l'échelle de ma vie, c'est finalement, je fais pas ça depuis toujours et encore à chaque fois, je suis toujours surprise de constater que finalement, très peu de personnes prennent le temps de se poser et de faire un bilan de leur année. Alors c'est vrai que quand on est salarié, on a souvent ce qui s'appelle les entretiens ou les évaluations de fin d'année, donc ça nous force quelque part à faire cet exercice et quand on est entrepreneur, bah, du coup, on est obligé de le faire pour nous-mêmes et dans tous les cas, on peut le faire aussi pour notre vie personnelle et donc ça, c'est vrai que c'est plus avec la vague du développement personnel que j'ai appris, tout ça et même si j'en entends parler partout de bilan sur les réseaux sociaux, bah, finalement, dans la vraie vie, il y a pas tant de ça de personnes qui le font. Donc oui, j'ai envie de vous en parler, de l'importance de faire ce bilan, de vous encourager à ça et c'est vrai que sur la fin d'année, j'ai consacré pas mal de mes dernières séances, d'accompagnement, de fin d'année pour faire un bilan, pour aider en tout cas, mes coachés, à faire le bilan de leur année, pour leur permettre cet espace-là parce que c'est souvent plus facile de le faire quand on est guidé, quand quelqu'un nous pose les questions, que c'est vrai que de se motiver à le faire tout seul, c'est pas toujours évident. Et donc, je suis vraiment convaincue des bénéfices. Et là, je peux vous dire d'autant plus cette année, parce que j'abordais la fin d'année avec un sentiment d'une année qui n'a pas été terrible. On le sent hein, généralement, on sait très bien quand une page se tourne au moment de la fin d'année, on a ce sentiment de, bah voilà, ça a été une super année, ou à l'inverse, oh, c'est une année que je suis contente de laisser partir derrière moi.
Et c'est vrai que j'ai abordé la fin 2024 avec un peu le soulagement de: «Bon, allez, cette année qui a pas été facile se termine et donc hâte d'être à l'année prochaine et sur un nouvel élan». Et justement, je me disais: Comment on fait le bilan d'une année qui a pas été terrible?» Et ben, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important de faire un bilan d'une année, qui a été vécue dans la difficulté. Parce que c'est vraiment cet exercice qui va nous permettre de voir aussi le positif et de rééquilibrer ce ressenti. Parce que, la charge émotionnelle des choses, négatives est souvent plus importante dans ces moments-là que la charge émotionnelle liée à toutes les petites choses qu'on a presque oubliées, pas vues passer. Et faire ce bilan, ça peut, moi, ça m'a vraiment aidé à rééquilibrer et au contraire même à repartir avec un sentiment de beaucoup de gratitude et de fierté pour cette année. Là où d'un 1er coup d'œil, j'aurais fait: «Pouf, franchement pas terrible, quoi». Donc je vous disais, l'an dernier, j'ai fait mon bilan, dans une période, vraiment pas agréable. C'était en plein dans les vacances de Noël, une fois Noël, passé. Et l'année dernière, vers la mi-décembre, pile avant les vacances de Noël, j'ai chopé une espèce de grippe ou je sais pas, enfin tout le monde était, malade à ce moment-là. Et ce truc m'a duré, 3 semaines, vraiment, costaud quoi. J'ai été bah, en fait, ça a commencé par une grippe et ça s'est transformé en sinusite dont j'arrivais plus à me débarrasser. Ça m'a permis de devenir assez experte en traitement de sinusite avec des méthodes naturelles. Mais du coup, ça m'avait un peu gâché mes vacances de Noël. Et puis justement, si j'étais tombée malade, c'est bien sûr parce qu'il y a plein de virus à cette période de l'année, mais surtout parce que j'étais très fatiguée de la manière dont j'avais abordé la fin de l'année en faisant plein de choses. Je pense que de manière générale, hein, la fin d'année, c'est une période où, en plus de l'activité quotidienne, se rajoute toute la pression liée, quelque part aux fêtes de fin d'année, aux préparations de tout ça. Et donc, ça fait comme une espèce de surcharge dans un moment où en plus on est plus fatigué parce que c'est l'hiver, qu'il y a moins de lumière. Et très généralement, ça fait qu'à un moment, le corps va craquer et on tombe malade. Donc c'est ce qui m'était arrivé. Et du coup, j'avais fait ce bilan un peu dans un moment d'épuisement et dans le rush, parce que je m'étais retrouvée vraiment au tout dernier jour de l'année pour pouvoir le faire. Et je m'étais vraiment juré de ne pas revivre un mois de décembre de la même manière, parce que ça avait été à peu près similaire l'année d'avant. Et de me dire: «Bon, allez, 2 mais pas 3 quoi. Cette année, vraiment à partir du 15 décembre, je ne fais plus de rendez-vous». Donc c'est-à-dire toute la semaine avant les vacances, scolaires, de Noël, je me mets vraiment dans un état d'esprit de ralentir, d'avoir plus de temps pour justement le côté préparatif, pour, les fêtes, le côté perso. Et puis commencer à prendre ce temps de faire ce bilan et tranquillement. Et ça, j'ai trouvé ça appréciable parce que je trouve que c'est un exercice du bilan qui est bien à faire par couche. D'en faire un petit bout une première fois, d'y revenir, de continuer. Déjà parce que, en fait, moi, j'ai fait une trame de questions qui est assez, complète et dense. Et donc, si on fait tout d'un coup, au bout d'un moment, il y a une espèce de saturation. Et puis, c'est comme si petit à petit, les souvenirs remontent à la mémoire et que le fait de le faire en plusieurs couches, ça laisse un petit peu ce temps aux choses, d'émerger. Et là, j'ai apprécié de, voilà, pouvoir commencer avant les vacances de Noël, ensuite avoir la partie, vacances de Noël en famille où finalement là, j'ai pas du tout eu le temps, d'y toucher. Et puis une fois que je suis revenue à la maison, que là j'ai un peu plus de temps cette semaine, de pouvoir vraiment terminer et approfondir. Et voilà. Et ce qui explique pourquoi du coup cet épisode n'était pas possible finalement de le terminer, avant les vacances de Noël. Et je trouve ça vraiment aussi important d'essayer de créer ce temps pour le faire parce que, souvent, début janvier, j'ai un peu l'impression que les choses repartent aussi assez vite. Et l'année dernière, vu que ça s'était rajouté pour moi tout le temps à définir les objectifs, et je sais que le début d'année, c'est aussi une période où moi je consacre beaucoup de temps pour les vœux, pour, ce temps de se souhaiter, de souhaiter aux personnes importantes pour moi, des vœux, de remercier. Bah, tout ça encore une fois, se rajoute au quotidien et fait que ça fait une fin d'année et début d'année, je trouve vraiment chargée. Et que l'année dernière justement, j'avais assez mal vécu cette surcharge à ce moment-là et que je m'étais dit: «Bah, en fait, comme c'est lié à une temporalité qui est très précise puisque, bah, c'est cette période de l'année,
il faut pouvoir l'anticiper pour, alléger cette partie-là, pour pouvoir, le vivre sereinement. Et cette année, ce qui m'a aidée pour faire, mon bilan, c'est que ça a été la première année complète où, en fait, j'en avais parlé dans mon épisode des objectifs. Moi, j'ai mis en place une sorte de tableau de suivi, qui me permet toutes les semaines, déjà de faire un petit bilan chaque semaine, de mettre mes priorités, ensuite qu'est-ce que j'ai fait, de noter des idées, de noter, des choses qui m'ont inspirée, de faire mes petites victoires de la semaine. Donc déjà, j'ai pris cette routine-là, donc j'avais commencé en fin d'année dernière, mais là, du coup, j'ai pu le faire pendant un an complet. Et puis, à la fin de chaque mois, je prends ce temps-là pour, synthétiser sur les 4 semaines, 4 ou 5 semaines suivant les mois, tout ce qui s'est passé et le synthétiser en bilan, mensuel. Et ça, c'est un rituel, qui a vraiment bien marché cette année. Déjà, la première chose, c'était d'avoir fixé du temps dans l'emploi du temps, pour ce rituel. Et là, je vais refaire la même chose, c'est je prends tous les mois de l'année et à chaque fois au 30 ou 31 du mois, de bloquer une demi-journée pour faire ce temps-là. Parce que sinon, moi, ma phrase préférée, c'est: «Ce qui n'est pas planifié n'est pas fait». Donc si on ne le prévoit pas, on aura du mal à le faire ou en tout cas, ça va sinon se rajouter en plus de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire un bilan annuel quand tous ces mois, tout a été préparé dans l'année et qu'il y a quelque part juste à regarder cette synthèse mois par mois. Alors j'avais aussi prévu de faire donc, chaque semaine, chaque mois, ensuite faire un point trimestriel. Alors je dis trimestriel, mais en réalité j'aime plus parler par saison, hein, pour le printemps, l'été, automne, hiver et puis faire un bilan à mi-année. Et ça, par contre, pour moi, ça n'a pas marché, cette année. Déjà, le bilan trimestriel, j'avais un peu une sensation de truc qui un peu redondant. C'est-à-dire de reprendre les 3 mois que j'avais fait, de réécrire un petit peu, recopier, et réécrire les mêmes choses. Et puis, du coup, ça voulait dire que le mois qui était le dernier mois du trimestre, je me retrouvais à avoir un double bilan, le bilan, du mois et ensuite se rajouter celui du trimestre. Donc ça m'a pas emballée. Même si je continue de me dire qu'il y a peut-être un intérêt de le faire et puis ne serait-ce que, chaque saison, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes envies puisque l'énergie de la saison est différente, mais ça a pas trop marché pour moi et pareil, le fait de le faire à mi-année, alors ça pourtant je suis quand même assez convaincue que c'est important parce que entre ce qu'on se dit en début d'année, il se peut se passer tellement de choses qu'à mi-année, ça vaut vraiment le coup de refaire le point et de, voir où on en est. Mais pour moi, c'est arrivé à un moment de l'année où, je me sentais pas disponible pour ça et surtout, c'est au moment, en fait, finalement, des vacances qu'arrive un peu ce bilan de mi-année et finalement, un moment où j'ai juste envie, c'était justement de la pause, alors remarque, vous me direz, c'est un petit peu pareil sur la fin d'année, hein, c'est le moment des vacances. Mais je sais pas, ce truc de changement d'année nous y incite, en tout cas pour moi, davantage. Je trouve qu'il y a eu un élan et une forme d'énergie, du renouveau que je ne ressens pas personnellement au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est plus une envie de profiter de ses vacances et il y a pas cette temporalité comme, on peut aussi la ressentir, à la rentrée, par exemple, en septembre, qui est lié à la rentrée des classes, c'est cet élan de: «Allez hop, on se fixe des nouvelles choses» ou donc voilà, pour moi, les bilans trimestriels et bilan de mi-année, ça l'a pas fait. Mais en tout cas, au mois et à la semaine et au mois, ça a très bien marché. Alors je vais peut-être commencer par vous raconter un petit peu mon année et vous partager, alors je c'est marrant parce que je me suis vraiment posé la question, je me dis: «Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de partager son bilan?» Bah, moi-même, j'écoute, pas mal d'épisodes bilan d'autres personnes. Je trouve ça souvent, intéressant et c'est vrai que c'est des épisodes souvent agréables à écouter. Même si c'est vrai qu'au moment de le faire, je m'interroge quand même sur la est-ce que vraiment ça intéresse quelqu'un? Mais c'est toujours pareil, c'est que ça fait écho pour des personnes, ça permet de partager des vécus et aussi, de partager, de manière beaucoup plus honnête ce qu'on traverse dans une année par rapport à un bilan, en images, sur les réseaux sociaux. Moi, j'en ai fait un petit, le jour du 31 décembre avec un petit peu quelques vidéos que j'ai préférées dans l'année et c'est marrant parce que c'est pas du tout
le même récit de bilan que ce que je peux vous partager là, au travers mes mots, et c'est là à quel point il y a vraiment un écart énorme entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et le vécu réel dans la vie, des gens. Donc, moi, cette année 2024, ça a été vraiment une année coupée en 2. Donc c'est assez drôle parce que je venais de vous dire que mon bilan de mi-année, c'est justement, j'ai pas réussi à le faire et alors que pourtant j'ai vraiment une année coupée en 2, 6 mois d'une façon et 6 mois d'une autre façon. Comme je vous le disais, j'ai démarré cette année 2024, fatiguée, malade et au-delà de malade, dans un espèce de mal-être intérieur très, très fort. Parce que, bah, justement, avec un emploi du temps très, très chargé et se rajouter à ça une période dans ma vie, personnelle, familiale où je n'avais absolument pas de temps pour moi. C'est-à-dire que, c'était, le mois de janvier, j'ai été quasiment, seule, une grosse partie du mois parce que mon compagnon était en déplacement et donc, je gérais la vie de famille toute seule et à ce moment-là de l'année, notre fils ne voulait pas dormir le soir, ce qui voulait dire que je n'avais à peu près aucune soirée, de libre puisque finalement, ce que j'avais trouvé à faire, même si c'est pas du tout une solution, mais c'était là dans l'immédiat, je n'en trouvais pas d'autre, c'était de me coucher en même temps que lui et comme ça, il s'endormait, j'étais tranquille, mais du coup, moi, ma soirée était terminée. Et du coup, je sentais, comme un bouillonnement à l'intérieur, même une sorte de hurlement intérieur qui était en manque d'espace, en manque de temps, pour répondre à ce besoin très fort que j'ai d'avoir du temps libre, du temps pour moi, du temps tranquille et je ne le trouvais pas. Et je vous le partage parce que je vois à quel point ce démarrage laborieux, il a quelque part conditionné un début d'année qui ne pouvait pas, se passer autrement quelque part que la manière dont il s'est passé. Et c'est ajouté à ça en début d'année pas mal de d'abandon, d'arrêt de projet. Je sais très bien que ça fait partie de la vie d'entrepreneur, c'est-à-dire que il y a plein de collaborations qui sont possibles ou qui se font et qui s'arrêtent et d'autres qui naissent. Néanmoins, il y a des moments, je pense justement de fragilité où quand il y a un peu une suite de choses qui s'annulent les unes après les autres, une sensation un peu d'accuser le coup et moi j'ai vraiment senti que ces petites choses mis bout à bout m'ont vraiment affectée et mis dans un sentiment de découragement, hein, que j'ai partagé en cours d'année dans mon podcast et j'ai pas réussi, dans ce moment à rebondir. En fait, c'est vraiment ça, en soi, je pense qu'on a tous tout le temps, en fait, on trébuche, on se prend des gamelles et en fait, c'est toujours le truc finalement de se relever et de repartir. Et il y a juste des moments de vie où justement, la fatigue, l'emploi du temps, trop chargé et puis peut-être, quelque part justement ce truc d'objectif que je m'étais mis en début d'année et qui était trop ambitieux et trop, peut-être, finalement trop rigide, en fait, m'a mis dans un sentiment d'épuisement et j'arrivais pas à suivre finalement, ces exigences que je m'étais, imposées et à trouver des ressources pour, rebondir et quand je vois ça, je me dis: «Bah, je suis juste tout simplement humaine en fait», c'est voilà, c'est impossible d'imaginer qu'on est une espèce de robot, on nous a mis des objectifs, on va les faire et même si on a des déceptions ou autres, on se relève et coûte que coûte. Bah, en fait non, pas du tout. Bah, parce que oui, il y a toute cette dimension émotionnelle et humaine et qui fait que déconvenue après déconvenue, c'est comme des petites, failles et des petites, fissures qui se fait en nous et au bout d'un moment qui nous fragilisent, véritablement. Et c'est ajouté à ça, au mois de mars, l'arrivée de mes 40 ans. Là aussi, j'ai partagé des épisodes de podcast sur le sujet et je sais que je vais en refaire, bah, pour, la fin de cette 40e année. Je sais pas si j'appellerais ça une crise de la quarantaine parce que en fait, je trouve que c'est une appellation qui véhicule plein de choses, qui sont finalement assez loin de ce que j'ai vécu. Mais je pense quand même que c'est un âge comme un point de bascule ou en tout cas une étape de vie importante qui, là encore, peut venir fragiliser. Donc c'est vraiment une accumulation de toutes ces choses et de la désillusion que j'ai pu un peu ressentir vis-à-vis du milieu du bien-être, de cette non-reconnaissance des métiers, du care, et de finalement, réaliser vraiment tout ça
au bout d'un moment, ça m'a vraiment conduit à une forme de grande perte de foi, d'épuisement et d'anxiété, chronique, hein, qui était là déjà depuis un petit moment, mais là, en fait, qui a vraiment pris toute la place. Et il y a quelque temps, j'ai une de mes amies qui m'avait parlé du film Vice Versa, numéro 2, donc je ne l'ai pas vu celui-là, mais me racontait qu'à un moment, il y a l'émotion anxiété et que on voyait très bien dans le film, à un moment, à quel point, en fait, l'anxiété, quand elle est là, elle prend la place de la joie. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait, qu'il y avait tellement, d'anxiété, de négativité, en fait, dans tout ce que je voyais, que je n'arrivais plus à trouver justement c'est la ma joie de vivre. Et là, je me suis dit vraiment que enfin, je me suis vraiment interrogée: «Est-ce que je fais une dépression? Est-ce que je fais, un burn-out?» Alors pour moi, ça ressemblait pas à un burn-out parce que, un burn-out, on dit souvent: «Les gens, ils n'arrivent plus à se lever et tout». Moi, c'était pas mon cas, mais il y avait vraiment quelque chose de très, très sombre et je me voyais pas continuer dans cette situation, en fait. Et là encore, ce que j'ai compris qui est très important, c'est à quel point, en soi, la situation n'était pas horrible en elle-même, ma situation n'avait rien d'horrible. C'est le regard que je portais sur la situation, c'est la manière dont je la vivais. Donc, très souvent, en fait, c'est pas tant les faits, c'est notre manière de les interpréter et c'est là où le coaching est hyper, important puisqu'il nous appelle à changer de regard et encore une fois, c'est pas parce qu'on est coach que dans notre quotidien, c'est facile de le faire. Surtout qu'il y a une espèce de tendance naturelle à justement aller voir le négatif, à aller, dramatiser certaines situations. Donc ouais, j'étais consciente de tout ça, mais j'arrivais pas pour autant vraiment à enrayer ce processus et en fait, c'est un moment, vers justement ce milieu d'année, ça s'est clôturé quelque part par un déménagement, nous on a été amenés à déménager, fin juin, début juillet et c'est à peu près aussi à une période où finalement j'avais tellement de choses à faire pour, m'occuper de ce déménagement que ça m'a forcée vraiment à lâcher prise et c'est vraiment là où j'ai trouvé finalement pour moi la seule solution par rapport à ce que je vivais, cette anxiété, cette perte de foi, de joie, c'était en fait finalement d'arrêter de lutter, d'aller contre nature et ça je me suis notée pour moi c'est finalement, revenir au principe de la naturopathie. En fait, c'est comme si là je luttais, contre quelque chose où je me reconnaissais plus, enfin ça me correspondait plus et j'ai trouvé ça hyper intéressant de dire: «Mais en fait, arrête d'aller contre, quelque part, ce soulagement qu'on peut trouver dans le fait de baisser les armes» et là où on peut souvent peut-être voir une forme d'abandon, finalement, il y a souvent beaucoup de courage et pour faire un autre parallèle avec la naturopathie, j'ai aussi, coupé la source des surcharges, comme on dit. C'est-à-dire que j'étais à un moment où je me sentais extrêmement saturée d'informations. Je consommais beaucoup de contenu, que ce soit des podcasts, beaucoup de masterclass, de choses comme ça, de formations et en fait, j'ai complètement arrêté. Il y a eu ce truc d'arrêter cette consommation, et de faire du vide et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai quasiment pas repris. Alors je continue d'écouter un peu de podcasts et déjà une chose que j'ai changé qui a été importante, c'est de plus les écouter en vitesse accélérée parce qu'il y avait ce truc pour en consommer toujours plus, de les accélérer pour, aller plus vite et je sais que enfin mon amie, Julie m'avait expliqué que ça crée une espèce de saturation, du système nerveux, une surexcitation et du coup, c'était hyper important en fait non, je vais écouter les trucs vitesse normale et si j'ai le temps d'en écouter que 2 par semaine et ça sera 2 par semaine et tant pis, en fait. Et je suis vraiment heureuse d'avoir, réussi à faire ce lâcher prise et qui a été vraiment, libérateur de finalement, me recentrer sur ma famille et me désidentifier du travail et ça a été aussi, hyper important parce qu'il y a ce truc en étant entrepreneur d'être vraiment, de fusionner un peu son identité avec son travail. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que quand on est salarié. Quand on est à son compte, il y a un truc qui hyper fort et de me forcer en fait en faisant donc une pause cet été et du coup en reprenant tout le la fin d'année, à un rythme beaucoup plus doux, à un temps partiel, en fait, de forcer à,
recréer autre chose dans ma vie à côté du travail. C'est pourtant des choses que j'avais fait, par le passé dans ma vie de salarié et que comme les frontières, en devenant, entrepreneur se sont, un peu abolies, j'ai dû reposer ces limites-là et à réapprendre à le faire parce qu'à nouveau, c'est comme si, les frontières avaient sauté et du coup ça avait, complètement tout s'était mélangé et j'avais vraiment, je m'étais encore plus, identifiée à mon activité professionnelle et j'ai vraiment fait ce travail-là. Et cette année, ça m'a aussi permis, en fait, de vivre tout ça, même si c'était extrêmement douloureux, bah, de d'oser, ma vulnérabilité et ça m'a permis de trouver et de porter ma voix, au travers de ce podcast notamment et ça a été une étape, très importante, dans mon cheminement, et finalement une grande, fierté, de cette année que évidemment, je n'aurais probablement pas, pu accéder, si tout s'était bien passé. Donc je sais bien que, c'est souvent de nos difficultés que ressort, ensuite, des pépites. Néanmoins, c'est pas pour autant, agréable, et facile, de les traverser. Et donc ce 2e semestre, il a été à la fois, bah, le temps du repos, le temps des vacances. D'ailleurs, ça fait, partie des plus beaux souvenirs, de cette année. Le temps de remettre justement, la famille, et la vie personnelle, les amitiés aussi, de remettre, tout ça, au centre, de consacrer du temps à réaménager, bah, ce nouveau foyer. Parce que qui dit déménagement, il y a eu aussi, emménagement de l'autre côté. Et ça a été une deuxième partie d'année vraiment dans le ralentissement et une amie m'a aidée à poser le mot dessus de jachère et j'aime beaucoup ce parallèle avec la nature, encore une fois, parce que j'y trouve, qu'il y a beaucoup de justesse. C'est, je pense vraiment avec le recul, après avoir vécu, ces dernières années, donc de 2020 à 2024, qu'il y a eu énormément de transitions, qui s'est faite, très vite pour moi. Il y a eu celle de devenir maman, celle, de quitter, un travail de salarié, de refaire une formation, de découvrir la vie d'entrepreneur et finalement c'est beaucoup de choses qui se sont enchaînées et même si 4 ans, ça peut me paraître, un temps assez long, et que j'ai l'impression si je me compare à des gens que je vois autour de moi, j'ai l'impression que il y en a plein qui enchaînent encore plus avec justement un deuxième enfant, avec, encore plus de boulot, encore plus, et encore une fois ce truc de se comparer, moi ne me conduit qu'à me sentir, nulle et avoir l'impression qu'il y a que moi qui y arrive pas ou autre. Peut-être, hein, peu importe, en tout cas, pour moi finalement c'était trop, trop de changements d'un coup et j'avais besoin de, finalement d'un moment de stabilisation après tous ces changements et en fait, finalement, j'étais dans cette, optique, où je me focalisais sur une croissance d'entreprise pour me rassurer, pour me dire que du coup, ça voulait dire que je faisais bien les choses. Ça voulait dire que ça, j'avais fait le bon choix aussi, et en plus, j'en ai parlé dans mon épisode, sur l'envers du décor de la reconversion dans le bien-être. Je vous remettrai les liens, en description, mais c'est aussi la question numéro un que les gens me pose, et encore, il y a un mois, j'ai revu des anciens collègues et la première question, c'est: «Alors, est-ce que tu en vis?» C'est tout le temps ça et donc je me suis tellement focalisée là-dessus, c'était la croissance au détriment de la solidité et ça me donne cette image, vous savez, des arbres, bah, je pense aux pins, notamment qui poussent très, très haut, très vite, mais comme un espèce de tronc tout fin par moment, comme s'il pousse trop vite et pas assez, en largeur en fait et pour prendre racine et finalement ce temps de jachère, sur la fin d'année, je pouvais aussi le voir comme un temps un peu de vide, d'errance. On peut le voir comme ça, mais finalement, c'est vraiment ce temps de régénération et comme je disais, de stabilisation et finalement de solidification de tout ce qui s'est passé, de digestion. Ça, c'est d'ailleurs, si je peux vous proposer quand vous faites le bilan de vous demander: «C'est quoi le mot de votre année?»
Et en tout cas, un des mots, moi, qui me vient, c'est une année de digestion de toutes ces dernières années, de tous ces changements et que en fait, qui était vraiment indispensable pour, continuer et continuer de d'avancer, mais sur une base plus solide et plus ancrée. Et donc voilà dans les grandes lignes comment je résume cette année en 2 temps, en 2 phases, vraiment. Et je vais vous partager maintenant des questions que j'ai aimé me poser en faisant ce bilan et pour vous donner aussi des pistes si vous avez envie de faire le vôtre. Bah, déjà, la première chose, c'est quand même d'aller regarder les objectifs qui avaient été fixés en début d'année et puis de voir s'ils ont été atteints ou pas. J'ai lu cette phrase il y a quelques jours, que finalement, c'est pas tant les objectifs qui comptent, mais les moyens qu'on y met. Parce que oui, sinon, la plupart d'entre nous, on se dit: «Ah bah, je m'étais fixé tel objectif et puis je les ai pas atteints» et c'est souvent les moyens qui ont fait défaut. Moi, je m'étais fixé, un objectif de chiffre d'affaires et un objectif d'équilibre vie pro, vie perso et ce qui est intéressant, c'est que, sur la première partie d'année, alors j'y arrivais pas totalement, mais en tout cas, je pense que j'étais à 80 de mon objectif de chiffre d'affaires. Donc je m'y approchais quand même, c'était plutôt, positif. Mais justement, mon bien-être et mon équilibre, il était pas du tout bon et cet objectif-là, j'arrivais pas du tout à y répondre. Et dans ma deuxième partie d'année, bah, là, j'ai vraiment trouvé cet équilibre. Mais à l'inverse, bah, du coup, j'ai totalement lâché prise sur l'atteinte d'un quelconque objectif de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que j'étais contente de ce que je faisais, mais je me fixais rien de plus. Et en tout cas, dans mon expérience de cette année, ça m'a montré que je n'arrivais pas à atteindre en même temps ces 2 objectifs. Que si je me focalisais sur l'un, je devais lâcher l'autre. Et ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde et tout le temps, mais en tout cas, dans cette période de ma vie, c'est ça que j'ai expérimenté. Et je trouve ça important, de dire parce que je vois beaucoup dans le milieu du coaching et de l'entrepreneuriat des phrases comme, «On peut tout avoir», et je pense que non. Quelqu'un m'a apporté cette phrase il y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimée, c'est: «On peut pas tout avoir, mais on peut tout envisager». Et j'aime beaucoup plus voir les choses comme ça que l'essayer de faire croire aux personnes que oui, on peut travailler 20 heures et en plus se faire 10 000 € par mois, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais en tout cas nous faire croire que tout est possible. C'est une vraie discussion philosophique, hein. À la fois, ne pas croire que tout est possible, ça nous met effectivement beaucoup de limites et ça nous empêche d'envisager justement plein de choses. Mais de l'autre, l'injonction au «tout est possible», peut nous conduire à nous flageller quand, justement, on n'arrive pas à tout avoir et encore une fois, c'est très humain, quoi. Après avoir fait ce point sur les objectifs, moi, j'aime bien vraiment aller dans une sorte d'analyse et quantification un petit peu de tout ce que j'ai fait, ce qu'on peut appeler aussi la did list. C'est l'inverse de la to-do list. La to-do list, c'est les choses à faire et la did list, c'est ce qu'on a réalisé. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre du rationnel, là où souvent on peut avoir, des impressions ou de l'émotionnel. Donc ça peut être, sur le chiffre d'affaires, de voir comment il se répartit, de regarder son temps de travail, là aussi, comment il se répartit, de voir le nombre de séances, qu'on a fait. Donc moi, ça concerne mon activité, mais à adapter, vous, par rapport à vos activités, moi, ça a été par rapport à ma communication aussi, de regarder combien, j'ai fait d'épisodes, combien il y a eu d'écoutes, combien de newsletters, toutes ces choses-là. D'aller regarder un petit peu toutes ces informations pour, bah, déjà, ça permet de se rendre compte justement cette quantification de tout ce qui a été réalisé dans l'année et finalement, en plus, de se rendre compte, qu'il y a plein de choses qui sont super. Enfin, par exemple, quand je vois ma newsletter, de me rendre compte, qu'elle a toujours un super taux d'ouverture, et qui bouge pas. Enfin, c'est encourageant alors que c'est un support sur lequel j'ai quand même assez peu de retours. J'ai peu de gens qui répondent pour dire qu'ils ont apprécié ou autre. Néanmoins, les taux d'ouverture, restent super bons. Ils sont autour de 70, ce qui est très bon pour des newsletters. Je me dis: «C'est qu'au final, ça intéresse et si je regarde pas ce chiffre-là et que j'en reste qu'à mon impression de, bah, en fait, les gens, répondent jamais», bah, c'est important quand même de regarder tout ça.
Et on peut le faire évidemment sur plein d'autres choses, au niveau de sa vie perso, si on a besoin de quantifier des choses, des séances de sport par exemple. Là encore une fois, ça va vous donner des éléments pour regarder. Ensuite, j'aime bien me poser la question de qu'est-ce qui a bien marché pour moi cette année et bah, pour vous prendre quelques exemples, ce qui a bien marché pour moi justement, c'est toute cette organisation et suivi que j'avais mis en place. Comme je vous dis, sur la semaine et au mois, ça a très bien marché. Ça a moins marché au trimestre et à la mi-année, mais c'était déjà super. Et de voir en fait toute cette discipline, enfin cette organisation qui a pu permettre cette discipline et cette constance à continuer, dans la tempête, justement à continuer à délivrer ces épisodes de podcast, ces newsletters. Même si parfois je me dis: «Mais à quoi ça sert véritablement?» Ça m'arrive, hein, quand même de me poser ces questions-là. Je sais que ça induit néanmoins une constance et une forme de confiance dans l'engagement, en fait, que j'ai à être là, à faire ce que je fais et ça crée aussi une fidélité. Parce que justement, dans ce qui a bien marché pour moi, c'est vraiment la fidélité de mes clientes, notamment en coaching. J'ai eu beaucoup de clientes qui ont prolongé leur accompagnement ou qui en ont repris après des pauses, qui sont revenues faire des séances et ça me fait extrêmement plaisir et c'est la récompense de mon travail en tant que coach, mais je pense que c'est aussi très lié à cette constance que je j'arrive à mettre en œuvre et cette constance, elle, repose aussi sur cette organisation dans le quotidien. Et ce qui a bien marché pour moi, c'est effectivement, le podcast, puisque j'avais fait un épisode d'ailleurs bilan à mi-année sur le podcast justement. Je suis vraiment contente, à la fois des retours obtenus, des écoutes, des interviews, tout ça, ça a été vraiment, vraiment super. Et j'aime aussi me poser la question de qu'est-ce qui a moins marché? Moi, justement, ce que j'ai envie de partager, ce qui a moins marché pour moi, c'est les réseaux sociaux, notamment en termes de visibilité. J'ai vraiment constaté que en fournissant à peu près le même travail que l'année dernière, à une exception près, sur Instagram, j'ai fait beaucoup moins de réels. Pour vous dire, en gros, j'en faisais beaucoup en 2022, un peu moins en 2023 et en 2024, j'ai vraiment, lâché à ce niveau-là, parce que, déjà justement et j'étais très prise par le podcast et à un moment, on peut pas tout faire. Mais au-delà de ça, je crois que je suis plus en phase avec, plein de choses qui concernent les réseaux sociaux, c'est-à-dire, j'ai vraiment cette sensation de que ces plateformes nous volent notre temps. C'est ce que je vois pour moi, c'est ce que j'observe autour de moi, d'un temps totalement dingue passé sur les réseaux sociaux et du coup de pas être très, très aligné à passer aussi beaucoup de temps pour moi, produire ce contenu-là, qui ne sera en plus de ça pas vu et une espèce de lassitude quoi, parce que mine de rien, je suis sur les réseaux depuis 2021, en tout cas à titre professionnel et en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce de fatigue de répéter les choses et ça, c'est vrai que du coup, j'y ai mis beaucoup moins d'énergie. La seule chose que j'ai vraiment plaisir à faire, c'est, des petites stories parce que, en fait, j'adore prendre des photos, donc c'est une occasion, de partager, là-dessus. Mais j'ai vraiment pas envie de faire plus, quoi. Je suis vraiment dans un état d'esprit de je fais ce que je veux et je m'en fous des règles, quoi. OK, c'est pas, conforme aux algorithmes, bah, en fait, j'ai vraiment lâché l'affaire à ce niveau-là, mais du coup, les résultats s'en ressortent aussi puisque mon compte a eu beaucoup moins de croissance cette année et je vois que mes posts ou tout ça ont beaucoup moins de visibilité, mais j'ai pas envie de me battre, là-dessus. Je sais qu'il est possible de faire autrement, qu'il faudrait se former, qu'il faudrait faire des choses de telle façon, mais en fait, à chaque fois, ça me donne pas envie et j'ai vraiment lâché, là-dessus. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous observez aussi et comment vous le vivez, mais vraiment moi j'ai lâché l'affaire. J'aime aussi me poser la question de qu'est-ce qui m'a rendue fière cette année? Quelles ont été les fiertés? Donc dans la fierté, il y a plein de choses que je vous ai déjà partagées, hein, notamment sur la manière d'avoir réussi à traverser cette année malgré, les difficultés et avoir, plutôt que de vivre une année entière horrible, bah, d'en avoir fait les frais que 6 mois et d'avoir réussi à rectifier le tir pour, vivre la deuxième partie de manière beaucoup plus apaisée. Mais une autre fierté que j'avais envie de partager, qui est d'un point de vue, beaucoup plus personnel, c'est d'avoir, beaucoup évolué sur mon regard sur moi. Pour la petite anecdote, j'ai quasiment arrêté de me maquiller l'été dernier, donc pas 2024, hein, c'était je crois 2023. C'est-à-dire que tous les jours, je mettais au moins du mascara et du rouge à lèvres
et je crois que j'ai arrêté pendant l'été puisque c'est une période où j'avais pas envie de me maquiller vu que j'allais nager tous les jours et c'était plus agréable de faire sans. Mais je m'attendais à, une fois de retour à la maison, de reprendre mes habitudes et alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, j'ai complètement, en fait, arrêté cette habitude, du, mascara et du rouge à lèvres tous les jours et ce que j'avais déjà beaucoup diminué par rapport à avant, où j'avais aussi des produits pour le teint, tout ça, ça j'avais déjà, commencé à laisser tomber, quelque temps avant et en fait, ce qui est hyper intéressant, ce qui s'est produit, c'est que avant j'étais quelqu'un qui ne supportait pas de me voir, sans maquillage ou en tout cas, quand je me voyais sans maquillage, je me trouvais toujours beaucoup moins belle et c'est quelque chose que je j'arrivais à faire, quand j'étais, à la maison, dans avec ma famille ou autre, mais par exemple, j'aurais pas été à l'aise de le faire, dans un espace, davantage public et en fait, le fait de me réhabituer parce que quand on a l'habitude, par exemple, de se mettre du mascara tous les jours, on est habitué à voir nos yeux plus grands et quand on n'en met pas, on peut avoir l'impression d'avoir, le regard plus petit, plus fatigué, par exemple. Mais en fait, c'est une question c'est comme le sucre, c'est un truc qui quelque part, il suffit de se déshabituer de cette sensation et petit à petit, en fait, d'avoir l'habitude que mon vrai visage, c'est celui-là, en fait. C'est celui sans maquillage et que si j'en mets une fois de temps en temps, bah, ça fait un autre effet et qui est différent et qui est cool, mais que ma vraie tête, c'est celle-là. D'apprendre à l'accepter parce que finalement, quand j'étais dans ce truc où je n'arrivais à me trouver bien que une fois après avoir mis ce mascara et ce rouge à lèvres, mais j'étais finalement dans la non-acceptation de comment j'étais. Parce que moi j'ai bossé dans les cosmétiques, donc j'ai toujours, voulu aussi défendre le fait que oui, on peut se maquiller sans que ce soit futile et que ça fait aussi partie de l'estime de enfin c'est aussi génial et j'en reste convaincue. Néanmoins, le fait d'apprendre à totalement m'accepter sans et finir par, me trouver belle comme ça, en fait. Et ça, c'est sur la fin d'année, j'ai vraiment eu ça, par moment, de me regarder dans la glace et sans rien et de me dire: «Ah, je me trouve, belle comme ça» et ça, c'est vraiment nouveau. Et je me dis: «Waouh, il a fallu que j'attende 40 ans pour en arriver là». Bah, du coup, je trouve que c'est un grand, grand chemin. J'aime me poser la question de pourquoi j'ai de la gratitude. C'est un au moins une occasion particulière de le faire, même si ça serait encore plus chouette de le faire tous les jours. Mais bon, c'est une occasion de se dire particulièrement auprès de quelle personne on a envie de dire merci. Mais je trouve le parallèle intéressant de se poser la question de à qui je dis un grand merde ou un grand fuck, vous mettez le mot que vous voulez. Et ça, en fait, j'ai adoré les réponses que je me suis dit. Moi, c'est vraiment lié, par exemple, à plein de choses qui cons de la société, de la fast fashion, par exemple, de, l'industrie, agroalimentaire, et justement les réseaux sociaux. C'est ça, là aussi, ça m'est venu de dire: «Mais en fait, j'ai envie de dire un grand fuck aux réseaux sociaux, à ces plateformes qui nous volent notre temps ou autre», et je trouve que c'est vraiment chouette de justement de pas être que dans la gratitude, mais de regarder aussi, mais qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer bouler, quoi, et de m'inscrire contre ces choses-là. Ensuite, j'aime bien me poser la question de quels ont été mes apprentissages de l'année. Moi, s'il y a un domaine dans lequel j'ai consacré beaucoup de temps pour me former, ça a été, sur le sujet, des finances parce que, ça a été un gros, gros sujet d'intérêt. Il y a quelques années, j'avais fait des formations, un petit peu de coaching autour de l'argent, un peu justement un petit peu de changer d'état d'esprit vis-à-vis de l'argent, de changer ma façon de mon rapport et j'avais trouvé ça intéressant parce que c'est vrai que l'argent, c'est un sujet sur lequel il y a énormément d'émotionnel et c'est important d'aller regarder ça, d'aller défaire des croyances. Néanmoins, il y a pas que des croyances, je pense que c'est aussi un sujet tout simplement qui est aussi très pratico-pratique et j'avais pas du tout abordé cet aspect-là et le fait d'être confrontée justement à devoir, réduire mon train de vie, devoir, justement apprendre à faire un budget, être dans une forme de décroissance en termes de consommation et ce qui me convient aussi totalement d'un point de vue, écologique et ensuite toute la partie justement des investissements, ça a été vraiment, hyper, inspirant pour moi et d'autant plus que c'est un sujet sur lequel dans la société on a très peu de connaissances, sur les finances personnelles et en fait pour m'y être intéressée, je trouve que tout est fait pour qu'on n'y comprenne rien de toute façon et que assez, rapidement et je pense d'autant plus pour les femmes, alors je veux pas faire trop de généralités, mais en tout cas, j'avais été un peu conditionnée comme quoi c'est pas un sujet pour moi
et qu'il y a peu de femmes qui s'emparent vraiment du sujet, qui prennent la parole sur ces sujets-là. Mais je me suis vraiment rendu compte que, comme pour la santé, c'est encore tout un système sur lequel on marche sur la tête et que des connaissances basiques qu'on devrait tous avoir ne sont pas acquises pour la plupart d'entre nous, ne sont pas assez vulgarisées. Et à quel point finalement les seules personnes qui avaient pu me parler d'argent, qui sont les différents banquiers que j'ai pu avoir et conseillers financiers, ont toujours finalement servi plus leurs intérêts que voulu me transmettre des informations vraiment pertinentes pour moi. Et donc, j'ai vraiment dû apprendre cette année à me faire ma propre éducation sur le sujet. Et ça a été vraiment très puissant pour moi. Et je dirais, finalement, j'ai ressenti un petit peu la même chose que quand j'ai commencé à m'intéresser à la santé et à me faire ma propre éducation et gagner en autonomie sur le sujet et d'arrêter de penser que les gens, donc c'est-à-dire les banquiers par exemple, savent mieux que moi. Et ça, c'est hyper important et je pense vraiment qu'on devrait tous le faire. Encore une fois, comme plein de sujets, c'est hyper important d'avoir nos propres connaissances. Et ouais, ça a été vraiment l'apprentissage de mon année et ce avec quoi je repars est beaucoup plus solide pour la suite de ma vie en fait. Et il y a véritablement un avant et un après pour moi. Et pour terminer sur une note plus amusante en termes d'apprentissage, moi, ma découverte de l'année au point de vue culinaire, c'est l'ail lactofermenté. Alors, si vous connaissez la lactofermentation, c'est un procédé de conservation des aliments, en général avec du sel ou de l'eau salée, ce qu'on appelle une saumure. Et si vous le faites avec des gousses d'ail, et si vous aimez l'ail, bien sûr, ça vous fait un super condiment qui va vraiment parfumer tous vos plats et en même temps être très digeste. Et maintenant, on en met partout à la maison. Donc ça, c'était un petit peu ma petite découverte de l'année, d'un point de vue plus, naturo, et cuisine, qui est aussi une de mes grandes passions. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Il y aurait encore plein d'autres choses, que je pourrais vous partager tellement, je me suis posé évidemment plein d'autres questions sur mon bilan, mais j'ai pas non plus, l'envie de tout partager. C'était plutôt, déjà ces grandes lignes et en conclusion, maintenant que ce bilan a été posé, j'ai envie de le digérer et je crois que cette année, je vais vraiment moins me prendre la tête justement sur les objectifs. J'ai envie de laisser un petit peu le temps passer justement, pour voir qu'est-ce qui va, émerger dans les prochains jours maintenant que c'est posé et de pas me mettre de pression justement comme l'année dernière et d'être dans quelque chose, plus intuitif, je pense. Donc voilà, je verrai si j'ai envie de les partager. Ce que j'aime bien faire en général, c'est de regarder dans mes différents domaines de vie et de mettre des intentions un petit peu dans tout ça. Et en tout cas, pour terminer sur une note amusante, quand, j'ai vu une astrologue pour la première fois en 2021, c'était la première fois que je faisais mon thème astral et enfin voilà, c'était une séance assez complète et elle m'avait dit, que l'année 2025 serait, une année de nouveau départ pour moi. Et je suis retombée dessus il y a quelque temps. Évidemment, je crois pas forcément qu'il y a quelque chose, d'écrit. En tout cas, la perspective d'un nouveau départ en 2025 me parle bien, donc j'ai envie de croire en ça. Donc j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ce petit bilan, bon, pas si petit, hein, parce que je vois finalement qu'il a duré très longtemps. J'espère que cet épisode bilan vous aura plu. En tout cas, j'étais heureuse de le partager avec vous. N'hésitez pas à me partager comment a été l'année 2024 pour vous. Est-ce que ça a été une année aussi assez challengeante? C'est marrant parce qu'en écrivant mes vœux à pas mal de personnes, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit que ça avait été une année aussi difficile. Donc voilà, je ne sais pas si c'est d'un point de vue aussi collectif ou si pour vous ça a été une de vos meilleures années peut-être et tant mieux, j'en serais ravie aussi de le savoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @marion.alvesdeoliveira. Et vous pouvez venir me contacter sur Instagram ou sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.